Tu ne pourras pas dormir ici. En Russie, les forces de l'ordre ont commencé des rafles massives contre des citoyens ordinaires afin de trouver chez eux des bidons d'essence, et ce n'est pas une blague. Chebekino, dans la région de Belgorod, est en train d'être inondé après la rupture d'un barrage, et cette nuit, Belgorod ainsi qu'Anapa, dans le kraï de Krasnodar, ont également été attaqués par des drones ukrainiens. Des drones ukrainiens ont frappé un site appartenant aux proches de Vladimir Poutine, et on a proposé aux agriculteurs russes d'utiliser des chaudières à vapeur, ce qui n'est pas une blague. Attention, il y a aussi des chaudières à vapeur, ce n'est pas une blague. L'Ukraine poursuit des frappes massives et surtout efficaces de drones partout en Russie. Et je vais commencer par un détail qui décrit ce qui se passe en Russie bien mieux que n'importe quel rapport. Dans la région de Pskov, les forces de l'ordre ont commencé à faire du porte-à-porte dans les maisons et les garages privés pour chercher des réserves d'essence chez les habitants. Pas de la drogue, pas des armes, non, de l'essence. Le gouverneur Mikhail Vederkin a déclaré que lors des descentes dans les coopératives de garage, des violations graves ont été constatées. En particulier, des citoyens stockaient des réserves de carburant dans des bidons et des procès-verbaux ont été dressés contre chacun d'eux. L'amende peut aller jusqu'à 15 000 roubles. De plus, le gouverneur s'est même vanté que les contrevenants ont été découverts grâce aux dénonciations de voisins, qui ont déclaré que ces personnes se vantaient d'avoir des bidons d'essence. Voilà où nous en sommes arrivés. Après cela, des drones ukrainiens ont frappé un centre logistique de la région de Moscou, appartenant à la fondation du plus proche ami de Vladimir Poutine. Et après cela, soudainement, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a immédiatement appelé l'Europe à des négociations urgentes. La crise du carburant a officiellement commencé à peser sur toute l'économie de ce pseudo-pays, à tel point que cela s'est même répercuté sur le système bancaire de la Fédération de Russie. Et pendant ce temps, la mer d'Azov, bloquée par les drones ukrainiens, a fait chuter les exportations russes de céréales à leur niveau le plus bas depuis 10 ans. En somme, nous allons maintenant examiner tout cela ensemble, et dans l'ordre. Je m'appelle Alexei Pechi, examinons ensemble tous ces sujets. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Nous approchons des 300 000 abonnés, je vous serai personnellement reconnaissant pour votre abonnement. Tu parles, putain, on va vraiment s'abonner ici. Pourquoi pas? Combien de temps? 1 heure, 2. Ainsi, dans la nuit du 21 juillet, au moins 350 drones ukrainiens ont survolé la Russie. Et on sait qu'il y a eu des frappes non seulement avec des drones, mais aussi avec des missiles sur Belgorod, ainsi qu'une attaque sur Anapa dans le kraï de Krasnodar, et pas seulement. Mais maintenant, faisons le bilan de la journée écoulée, car des cibles très intéressantes ont été touchées. Premièrement, à la suite d'une frappe de drone sur le barrage du réservoir de Belgorod, l'inondation de Chebekino a commencé. La rupture a touché toute la largeur du déversoir. La longueur de la section détruite est d'environ 35 mètres.
Ainsi, on coupe actuellement la logistique des Russes pour qu'ils ne regardent même pas en direction de l'Ukraine. En somme, les territoires inondés signifiant que le troupeau russe n'ira certainement pas du côté de l'Ukraine. Et comme l'écrivent les médias locaux, les dégâts actuels sont bien plus graves qu'à l'automne 2021. À l'époque, seules les vannes de décharge étaient endommagées et les Russes tentaient aussi d'avancer dans la région de Kharkiv. Cette fois, dans la zone du déversoir, il y a eu un véritable effondrement du barrage. Deuxièmement, pendant que les Russes se plaignent que leurs marchandises a brûlé dans les entrepôts Wildberries, que faire ? J'ai perdu 10 millions de marchandises parties en fumée. Il s'est avéré que le matin du 20 juillet, des drones des forces armées ukrainiennes ont attaqué le complexe logistique Les Portes du Sud, à Domodedovo, dans la région de Moscou. C'est un immense centre d'entreposage d'une superficie totale de 600 000 m² et il se trouve à environ 28 km au sud du périphérique de Moscou. Un incendie a éclaté dans les entrepôts et les Russes se sont encore plaints sans raison précise. Ils oublient-ils complètement que leur armée a déjà détruit plusieurs entrepôts ordinaires de Nova Pochta en Ukraine. Je suis au boss, sous-titre Imatorzo. Et ce qui est intéressant, c'est que immédiatement après cette frappe sur le centre logistique des Portes du Sud, le Kremlin a commencé à exprimer très bruyamment son mécontentement. Et le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, s'est immédiatement adressé à la presse et a déclaré que la Russie était officiellement prête à entamer dès que possible des négociations avec l'Europe. On pourrait se demander quel est le rapport entre les entrepôts en feu et une telle réaction de Peskov. L'agence a découvert que le complexe attaqué appartient à un fonds appelé Talent et Succès, dont le fondateur est le célèbre violoncelliste Sergueï Roldugin. Sergueï Roldugin est le plus proche ami de Vladimir Poutine. De plus, le président du conseil de surveillance de ce fonds n'est autre que Vladimir Poutine lui-même. Et selon le système Spark, le fonds possède 84 sociétés d'opérateurs. Les entrepôts d'Instant Development, autrement dit, les drones ukrainiens ont en fait frappé des biens directement liés à l'entourage du président russe. Et il est révélateur qu'immédiatement après cela, le porte-parole de Poutine, Peskov, a littéralement supplié pour des négociations. Il dit « Oh, mais nous sommes prêts, les Européens, parlons. Pourquoi frappez-vous ainsi nos entrepôts? Menons des négociations. » Et remarquez pendant que les marchandises brûlaient. Certaines plantes, là-bas. Pour les entrepôts de Wildberries, Peskov s'en fichait complètement, tout le monde s'en fichait. Les Russes se plaignent sur Threads que les compensations ne leur ont pas été versées. Ou autre chose, tout le monde s'en fichait, objectivement, tout le monde s'en moquait, complètement. Mais quand les entrepôts appartenant à l'entourage proche de Poutine ont été touchés, soudain on a commencé à parler de négociations. Et l'histoire de la propriété des entrepôts incendiés à Domodedovo est aussi révélatrice. En fait, jusqu'en 2022, le hub appartenait à la société tchèque PPF, qui a décidé de quitter la Russie à cause de la guerre en Ukraine et a vendu ses actifs. En somme, ces entrepôts n'ont même pas été construits ni possédés par des Russes. Et donc, au début de l'année 2026, le principal propriétaire est devenu un fonds lié à Poutine. Parmi les locataires des entrepôts de ce hub, on trouve Wildberries, Alibaba Group et Limana Pro, selon le gouverneur. Selon le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobiov, lors de l'attaque à Domodedovo, 7 personnes ont été blessées. 6 d'entre elles ont été hospitalisées, dont 3 citoyens chinois. Le président de l'Ukraine, Zelensky, a confirmé les frappes et a souligné que la distance entre les cibles attaquées et la frontière ukrainienne dépasse 400 km. En plus de Domodedovo, ce jour-là, des drones ont également frappé un dépôt pétrolier et un autre entrepôt Wildberries à Podolsk, ainsi que sur un aérodrome militaire dans le Kouban, sur 7 sous-stations électriques en Crimée et une station-service à Belgorod. Bref, après les raffineries de pétrole, les entrepôts Wildberries sont devenus les nouvelles cibles des drones ukrainiens, car des marchandises militaires y étaient stockées. Notamment des appareils sans pilote, des drones et, ce qui est important, de la fibre optique pour eux. Mais ce n'est pas tout. Les Russes eux-mêmes se vantaient récemment que Wildberries s'occupait même de la livraison de certains équipements militaires.
Il est important de noter que le passage aux frappes contre les entrepôts des occupants après les frappes contre les raffineries de pétrole n'est pas un hasard. En fait, les frappes contre les raffineries de pétrole ont globalement rempli leur rôle et ont déclenché un processus très intéressant à l'intérieur de la Russie, auquel même moi je ne m'attendais pas. Les banques russes ont commencé à se préparer au fait que la Banque centrale de la Fédération de Russie va de nouveau relever le taux directeur précisément à cause de la crise du carburant. Les financiers ont remarqué que le marché interbancaire anticipe déjà un tel revirement. Et c'est un signal important, car jusqu'à présent, la Banque centrale de la Fédération de Russie baissait progressivement le taux, et maintenant, elle est prête à faire marche arrière. Pour comprendre l'ampleur, il faut revenir sur la chronologie. Fin 2024, en raison de l'inflation liée à la guerre, la Banque centrale de la Fédération de Russie a relevé le taux à 21%. C'est un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le début des années 2000. Ensuite, pendant plus d'un an, la Banque centrale a réduit ce taux, et maintenant la crise du carburant pourrait non seulement arrêter ce processus, mais au contraire l'inverser et entraîner à nouveau une hausse. Le vice-président de la Banque centrale, Alexei Zabotkine, le 14 juillet, il a clairement déclaré que le régulateur n'a pas le droit de fermer les yeux sur la situation des prix du carburant et sera obligé d'agir. La raison est très simple. L'essence et le diesel font partie du panier de consommation, leur augmentation de prix accélère directement l'inflation, et ensuite tout ce qui est lié au transport devient plus cher. Et selon les données d'Eurostat, les prix de détail de l'essence ont déjà affiché une hausse record depuis 20 ans, durant presque tout le règne du dictateur chauve Vladimir Poutine. Dans certaines stations-service privées, le litre d'essence se vend déjà à 140 roubles, et en Crimée et à Sébastopol, le prix atteignait 200 roubles le litre, voire 350. Et ce choc se propage dans tous les domaines de la vie. Premièrement, les ventes de voitures se sont officiellement effondrées en Russie. Les gens comprennent tout simplement qu'il ne vaut pas la peine d'acheter une voiture, à quoi bon en acheter une, parce qu'il n'y a de toute façon rien pour la remplir. Donc les ventes de voitures se sont effondrées. Deuxièmement, plus de 25 régions de la Fédération de Russie ont officiellement augmenté le prix des transports publics. Autrement dit, les transporteurs répercutent en temps simplement le prix plus élevé du diesel sur les passagers. Troisièmement, officiellement, dans 13 régions de la Fédération de Russie, attention, des patrouilles de police, de la garde nationale et des volontaires surveillent les stations-service. Qui disperse les Russes déchaînés qui se battent entre eux pendant qu'ils font la queue. Et en plus, ils protègent les stations-service de ces sauvages pour éviter que ces Russes ne commencent simplement à saccager et à voler de l'essence. Et dans la région d'Irkoutsk, les forces de l'ordre arrêtent même des personnes que les autorités qualifient déjà de spéculateurs. En réalité, comme dans l'exemple de la région de Pskov, des gens ont acheté de l'essence, l'ont versée dans un bidon et l'ont stockée dans leur garage. Les forces de l'ordre débarquent. Ils disent « Ah, vous êtes des spéculateurs, vous stockez de l'essence dans des bidons dans votre garage, voilà une amende de 15 000 roubles. » La réaction des autorités face au mécontentement du peuple russe est également révélatrice. Au sein de Russie Unie, ce parti de Poutine, on a comparé les Russes indignés par la crise du carburant à, je cite, des adolescents vexés. Et les députés déclarent qu'il ne faut pas se plaindre. Ils disent d'eux qu'on a survécu d'une manière ou d'une autre dans les années 90 et maintenant aussi. Vous survivrez d'une manière ou d'une autre. Un autre domaine où les frappes ukrainiennes ont eu un effet, c'est la mer. Le blocus de la mer d'Azov par les drones ukrainiens a fait chuter les exportations de blé russe à leur niveau le plus bas depuis une décennie. La logique ici est très simple. Une part importante des exportations de céréales russes passe par la mer d'Azov, jusqu'à 20 à 25%, et les ports ainsi que les navires y sont désormais sous des frappes constantes. Il n'y a pratiquement plus personne à qui vendre le grain, ni de moyens pour le faire. Le transporter par mer est devenu trop dangereux. Pour la Russie, c'est un double coup dur. Le pays perd non seulement des revenus pétroliers à cause des attaques contre les raffineries et les ports, mais aussi des recettes en devises tirées du grain, l'un des principaux produits d'exportation de la Fédération de Russie. En parallèle, l'Ukraine a aussi fait le point sur les ferries de Crimée. Selon la déclaration des forces de système sans pilote des forces armées ukrainiennes, sur les 5 ferries qui circulaient vers la Crimée par le détroit de Kertch, 3 ont été complètement détruits. Et les 2 restants se sont en fait transformés en barges, c'est-à-dire qu'ils ont cessé de assurer une liaison complète.
Cette partie de la campagne visant à isoler la péninsule de Crimée bloque la logistique maritime en plus des frappes sur les sous-stations électriques. Et sur fond de tous ces problèmes, le Kremlin essaie de fabriquer au moins quelques bonnes nouvelles. On a rapporté à Vladimir Poutine le retour sous contrôle russe de ce qu'on appelle le pont terrestre vers la Crimée. Oui, vous avez bien entendu. À la lecture de cette nouvelle, j'ai été stupéfait et me suis demandé ce qui se passait. Il s'agit du corridor terrestre le long de la côte de la mer d'Azov, qui relie la Russie à la Crimée occupée en passant par la partie occupée du sud de l'Ukraine. Et le fait est que les forces ukrainiennes ne l'ont pas physiquement libéré, elles ne sont pas entrées sur ce territoire. Mais les drones ukrainiens, comme vous le savez, ont frappé la logistique dans cette région, compliquant tout approvisionnement. J'ai justement pris la peine de vérifier l'information et j'ai vu plusieurs vidéos vérifiées, montrant que, hier encore, des drones ukrainiens ont attaqué des véhicules sur la soi-disant route de Novorossia, sur ce même corridor terrestre. Et là, soudain, une nouvelle apparaît disant que Poutine a été informé du retour sous le contrôle de la Fédération de Russie du corridor terrestre. J'ai vraiment été stupéfait. Donc le rapport à Poutine sur le retour du contrôle du corridor terrestre vers la Crimée, c'est en fait accessoire. C'est une tentative de présenter au moins une image positive sur fond de mauvaises nouvelles en cascade. Des entrepôts en feu, des stations-service vides, l'effondrement des exportations. Désormais, les forces de l'ordre débarquent dans les garages, y mènent des descentes et vérifient tous les bidons. Le Kremlin veut prouver qu'au moins quelque part, tout va bien. Mais vous savez, au début j'ai été stupéfait, puis j'ai réfléchi, et il est possible que les Russes sauvages soient vraiment tellement stupides qu'ils aient vraiment avalé cette nouvelle sur le rétablissement du contrôle sur le corridor terrestre. Mais il faut vraiment être idiot pour ne pas comprendre qu'ils ne l'ont même pas perdu physiquement. Et enfin, la dernière nouvelle qui m'a personnellement fait sourire. Sur fond de grave crise du carburant et de pénurie de diesel, le ministère de l'Agriculture de la Fédération de Russie a proposé aux agriculteurs russes d'envisager l'utilisation de fioul domestique, habituellement utilisé dans les chaudières à vapeur et les fours industriels, ainsi que l'utilisation de diesel à teneur élevée en soufre, c'est-à-dire de la norme Euro 2. Eh bien, tous les pays civilisés ont complètement oublié qu'une telle norme existe même. Et donc le ministère a demandé aux autorités régionales de l'agro-industrie des informations sur la volonté des exploitations d'acheter un tel carburant, en précisant que le ministère de l'Énergie a confirmé la possibilité de sa production. Et maintenant, je vais citer le journal russe Commerçant, parce que moi-même, franchement, je ne pourrais pas prononcer de telles absurdités avec un air sérieux. Voici la citation. Les sources de commerçants dans le secteur estiment que le fioul domestique et le diesel de mauvaise qualité ne conviennent qu'aux anciens équipements soviétiques, alors que les tracteurs et moissonneuses batteuses mais modernes importés sont plus exigeants en matière de qualité de carburant. Comme l'a précisé la directrice générale de l'exploitation d'élevage Lazarevskaya, l'utilisation de fioul domestique dans les machines modernes est strictement interdite, car cela peut entraîner des pannes graves, et les réparations coûteront bien plus cher que les économies potentielles. Cependant, pour les anciens équipements soviétiques que l'exploitation répare elle-même, cette option s'avère tout à fait acceptable. En résumé, les drones ukrainiens frappent en profondeur sur le territoire russe et atteignent désormais des biens liés à l'entourage proche de Vladimir Poutine. La crise du carburant, qui était auparavant un problème dans les stations-service, est devenue un facteur qui pousse la Banque centrale à envisager une hausse du taux directeur, fait chuter les ventes de voitures et augmente les prix des transports dans un quart des régions du pays. La mer d'Azov, bloquée par les drones, a fait tomber les exportations de céréales à leur plus bas niveau en 10 ans. Quant à l'État, qui n'est pas capable de fournir de l'essence à la population, il envoie désormais les forces de l'ordre fouiller les garages à la recherche de bidons cachés et infliger des amendes pour cela. C'est à cela que mène progressivement la campagne ukrainienne de frappe à longue portée. Il s'agit d'une pression systémique exercée simultanément sur plusieurs artères. D'abord le raffinage du pétrole, puis la logistique, l'exportation, les transports et les finances.
Et à en juger par le fait que les autorités russes en sont venues à faire des descentes dans les garages et à chercher des bidons d'essence chez les Russes ordinaires, cette pression, le Kremlin la ressent de plus en plus fortement. Et c'est une bonne nouvelle. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.